On dit que le cancer est la maladie du siècle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit de la troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les infections respiratoires. Le cancer du poumon à lui seul représente la cinquième cause de mortalité parmi toutes les autres causes possibles. On dit aussi qu'avec la pollution et notre hygiène de vie, le cancer va devenir de plus en plus fréquent et pourrait même constituer la première cause de mortalité dans le monde. On va voir dans cette vidéo quelle est la définition du cancer, qui peut avoir un cancer et comment on fait pour le traiter. Pour pouvoir avancer dans la compréhension du cancer, on a besoin de regarder un peu la physiologie du corps humain. Notre corps est fait de plusieurs organes. À une exception près, les organes sont faits d'un tissu qui est vascularisé par des artères, des veines, des capillaires et des vaisseaux lymphatiques. Le tissu peut prendre plusieurs formes selon l'organe en question, mais généralement il y a deux grands secteurs. Il y a l'épithélium, qui est l'ensemble de cellules qui forment une couche tapissant l'intérieur des organes creux ou la surface de la peau par exemple. 2. Le tissu conjonctif, qui représente en quelque sorte un tissu de soutien à cet épithélium de surface. Entre les deux secteurs, il y a une membrane qui les sépare, ça s'appelle la membrane basale. L'épithélium est spécialisé dans la fonction de l'organe en question. Par exemple, la fabrication du lait pour le sein, la fabrication de mucus lubrifiant pour le vagin, l'absorption des nutriments pour les cellules épithéliales de l'intestin, etc., etc. La liste est longue. Ces cellules sont vraiment disciplinées. Elles se ressemblent, elles ont une vie limitée avec une mort cellulaire programmée. Elles se divisent à la demande et n'attaquent jamais les cellules avoisinantes. Le tissu conjonctif contient des muscles, du tissu fibreux et des vaisseaux. Lorsqu'il y a une agression, on appelle ça un facteur cancérigène ou un facteur de risque de cancer. Par exemple, le tabac qui agresse les cellules épithéliales du poumon, le virus de l'Epstein-Barr qui agresse les cellules épithéliales du cavum, ou par exemple une anomalie génétique qui est incapable de réparer l'ADN lorsqu'il y a une agression, par exemple dans la mutation BRCA du cancer du sein. Après toutes ces agressions, il va y avoir des perturbations dans les cellules épithéliales qui sont d'habitude réparées. Mais on va dire par malchance, une des cellules épithéliales endommagée et agressée ne va pas être réparée et elle va devenir une cellule cancéreuse. Ces cellules cancéreuses vont devenir complètement disjonctées. Elles vont avoir une forme bizarre, elles vont se multiplier à vie sans aucun respect de la mort cellulaire programmée, elles vont attaquer les cellules avoisinantes pour laisser de la place à des cellules filles. Elles vont aussi sécréter des substances pour la rendre plus forte, par exemple des substances de croissance, des substances pour enrichir la vascularisation, etc. Petit à petit, une cellule tumorale va devenir 100 cellules, 1 million de cellules et va franchir la membrane basale, arriver au niveau du tissu conjonctif, toucher les vaisseaux et à partir de ce moment, passer dans la circulation du sang et coloniser d'autres organes. C'est ce qu'on appelle des métastases. Lorsque le cancer apparaît au niveau de l'épithélium, on parle de carcinome. Lorsqu'il apparaît au niveau du tissu conjonctif, on parle de sarcome. Lorsque les cellules tumorales apparaissent à partir des cellules qui vivent dans la moelle osseuse, on parle de leucémie. Et lorsque ces cellules tumorales apparaissent dans les ganglions lymphatiques, on parle de lymphome. Le risque de cancer augmente avec l'âge. Mais il y a aussi un risque chez les personnes qui ont des maladies héréditaires, les empêchant de réparer les dégâts causés par ces agressions. Généralement, ces personnes ont des cas de cancer dans la famille. Mais il y a aussi les personnes qui sont exposées à des facteurs de risque cancérigènes comme le tabac, l'alcool, l'obésité, la sédentarité, etc. Une fois la tumeur s'installe, elle va commencer à donner des symptômes parce qu'elle va comprimer les organes avoisinants, elle va comprimer les nerfs et va donner des douleurs, elle peut même empêcher la fonction normale de son propre organe. Les substances sécrétées par la cellule cancéreuse peuvent même donner des signes généraux comme une asthénie, un amaigrissement et une perte de l'appétit. Tout ça va pousser les gens à les consulter. Les médecins, dans ce cas, vont demander des explorations radiologiques afin de voir cette tumeur ou cette boule. Une fois que nous avons visualisé cette tumeur, il est impératif de réaliser un prélèvement, ou ce qu'on appelle une biopsie. Ce prélèvement va permettre de confirmer déjà que c'est un cancer, ce n'est pas une tumeur bénigne ou autre. Et deuxièmement, ça va dresser la carte d'identité de cette tumeur
par exemple son potentiel de prolifération ou grade, sa sensibilité à certains traitements, la présence de certains récepteurs, tout ça afin de bien caractériser cette tumeur et pour pouvoir dresser un traitement dédié et spécifique pour cette tumeur. Le traitement dépend bien sûr du stade de la maladie et de l'identité de la tumeur. Le stade de la maladie, on l'évalue en réalisant des explorations des autres organes, comme le poumon, le cerveau, le foie, l'os. On fait un scanner, on fait une scintigraphie osseuse, etc. Comme ça, on arrive à classer la tumeur selon ce qu'on appelle la classification TNM. T pour tumeur, N pour nodes en anglais, c'est-à-dire des ganglions, 2 pour métastase. Si la tumeur n'est pas métastatique, elle est toujours localisée. D'habitude, on fait un traitement chirurgical. On va enlever la tumeur avec une marge de sécurité par précaution, puis on va enlever aussi les ganglions locaux régionaux. Le traitement est parfois arrêté à ce stade. Mais si la tumeur a certaines caractéristiques avec un risque élevé de rechute, on est obligé de faire on va faire un traitement adjuvant afin de réduire le risque de rechute. Parfois, la tumeur n'est pas métastatique, mais elle est localement avancée. On n'arrive pas à l'enlever par la chirurgie maintenant. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle un traitement néoadjuvant. Ça va permettre de réduire le volume de la tumeur et faciliter la chirurgie. Parfois, on fait une radiothérapie, c'est-à-dire on va attaquer les cellules tumorales par des rayons X afin de réduire et d'agir sur la tumeur. Si le stade est métastatique, c'est-à-dire que la tumeur est diffuse, là, on a besoin d'un médicament, d'un traitement qui va aller dans la tumeur primitive et dans les métastases. C'est un médicament qui doit circuler dans le sang. Dans ce cas, les médecins disposent de plusieurs moyens thérapeutiques et on peut attaquer la cellule tumorale de plusieurs façons. On peut soit attaquer son ADN par ce qu'on appelle la chimiothérapie, ou attaquer certaines fonctions vitales comme la croissance et la vascularisation par ce qu'on appelle la thérapie ciblée, ou attaquer ou bloquer les récepteurs hormonaux dans les tumeurs hormonodépendantes comme le cancer du sein et le cancer de la prostate, ou réveiller le système immunitaire qui va lui attaquer la cellule tumorale. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Vous voyez que tous ces médicaments permettent d'attaquer le cancer. Et à un moment donné, ils peuvent donner des effets secondaires. Mais ces effets secondaires sont provisoires. Après, il y a une nette amélioration du pronostic des patients et on parle même de guérison. Même pour les patients chez qui on découvre la maladie à un stade métastatique. Grâce aux nouveaux médicaments, il y a une nette amélioration de la qualité de vie et de la survie de ces patients. La science continue tous les jours à briser les énigmes du cancer afin d'offrir un nouvel espoir de traitement pour les patients. Merci pour votre attention et bye bye.